Sans plus attendre, donc, je laisse la parole à Gwenaëlle Larvol et Svetla Schaaf qui vont nous présenter leur projet à Albi à Dax. Et surtout, et c'est important, je le redis parce qu'à chaque forum, c'est un peu l'esprit de ces forums, posez toutes vos questions. On essaye d'être le plus concret possible, de donner un petit peu les leviers, les procédures, éventuellement les points de blocage pour que les prochains candidats à ce type d'expérience puissent le faire plus facilement. Et je rappelle que nous sommes suivis par Internet avec le streaming, donc en direct, toutes les villes de France et j'allais dire toutes les écoles d'architecture, d'urbanisme et autres peuvent évidemment suivre les débats en direct. Donc voilà, souriez, vous êtes filmés. Merci, bonjour. Bonjour. J'espère que vous m'entendez. Donc, Svetla Schaaf, je suis directrice de l'urbanisme à la ville de Dax. Je vais essayer en 10 minutes de vous résumer une réflexion, un projet qui est en gestation, qui dure et qui est toujours en réalisation depuis 10 ans. Donc, ça fait long, en 10 minutes, 10 ans synthétisé, mais on va essayer de faire vite. Donc, l'expérimentation a porté sur un projet qui est... je vais mettre la diapo. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut... Je ne sais pas vous dire, mais bon, la diapo suivante. Peut-être que là, oui. Si on peut mettre. Sinon, je vais me rapprocher. Donc, un quartier d'habitat social proche du centre-ville. Donc, la ville de Dax est une ville moyenne qui bénéficie du dispositif Action Cœur de Ville, de 22 000 habitants. Ville-centre d'une agglomération de presque 60 000 habitants qui a toutes les souffrances des villes moyennes retenues dans le programme. Vous allez voir la première diapo. Le quartier coloré en rouge est un quartier d'habitat social très proche du centre-ville. On est à 800 mètres du bourg historique que vous voyez dans la partie haute de la diapo, en bordure de la Dour. C'est un quartier qui est composé de 12 bâtiments, ici en orange sur ce plan masse. 12 bâtiments dans 11 bars d'habitat social et une tour haute d'habitat social. Et au cœur du quartier, on a une école, des commerces, un siège pour le centre social et le tribunal de commerce. Un quartier qui était resté à l'abandon pendant de longues années et à partir de 2008-2009, l'Office public d'habitat qui gérait le parc social a décidé de faire une opération de réhabilitation des bâtiments. Sur 335 logements, il y a 1100 habitants qui habitent dans ce quartier. Et la particularité, c'est que les bâtiments sont gérés par l'Office public d'HLM, qui est devenu départemental, et les espaces extérieurs sont propriété de la ville de Dax. D'où une réflexion qu'on a entamée depuis cette date, comment transformer l'image du quartier. L'image globalement du quartier. Et dès l'année 2009, on a commencé une réflexion par l'appel à candidature pour une réflexion qu'on a appelée une réflexion urbaine et architecturale sur le devenir de ces espaces extérieurs qui étaient des friches. On peut dire des friches parce qu'ils étaient mal aimés, parce qu'ils étaient mal entretenus, parce qu'ils n'étaient pas respectés par les habitants. Parce qu'il y avait des incivilités, de la délinquance, donc des problèmes, des tensions, de conflits d'usage. Et les élus ont souhaité, dès ce moment-là, porter une réflexion, mais qui prend en compte le vécu des habitants, l'approche sensible en quelque sorte, les usages, le vécu, et comment transformer ce vécu, ces usages, dans une forme positive. Donc le collectif Bruit de Frigo a été celui qui a répondu le mieux à nos attentes et Gwenaëlle va vous expliquer comment on a activé ce premier programme. Alors bonjour, Gwenaëlle Larvol de l'association Bruit du Frigo. Je fais donc partie de cette association qui est basée sur Bordeaux depuis plus de 20 ans. On réunit des architectes, des urbanistes, des artistes, des constructeurs, des médiateurs urbains qui composent l'équipe. Et notre activité s'oriente vers l'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage sur des projets de requalification urbaine en s'employant à impliquer les habitants à l'amélioration de leur cadre de vie. Donc en 2012,
On répond à un appel d'offres donc de la ville de Dax sur le quartier de Cuyès. Alors, ce que je vais quand même préciser, c'est que ce projet est unique dans l'histoire de l'activité du Bourg du Frigo, parce que on a été à toutes les étapes d'un projet urbain, c'est-à-dire dès la première phase qui est d'établir un diagnostic et un plan guide d'un projet urbain, jusqu'à la phase opérationnelle et la réalisation de la requalification de ces espaces publics. C'est assez rare pour devoir le souligner. Et donc en 2012, on répond, on monte un groupement composé d'une agence d'architectes et d'urbanistes, l'agence Traverse, accompagnée d'une agence de paysage, Trouillot-Hermel, et nous qui répondons sur le volet participatif qui était attendu par la ville de Dax pour élaborer ce diagnostic et ce plan guide, et pour pouvoir rencontrer les habitants et les impliquer à la définition, on décide de construire une micro-architecture temporaire que vous voyez derrière, qui a été notre outil de mobilisation et le lieu où nous avons proposé aux habitants de se réunir. Donc tous les après-midi, on menait des ateliers, on partait dans le quartier, on circulait dans le quartier pour identifier les manques, les besoins. Et le soir, on donnait d'autres rendez-vous plus conviviaux qui ont recréé aussi du commun dans ce quartier d'habitat social. Donc ce cabanon Cuyès, il avait cette qualité de créer de l'étrangeté au départ, aussi au moment de la construction, parce qu'on était dans l'espace public pour le construire. Les habitants qui n'étaient pas toujours très informés de ce qui est en train de se passer, on avait la possibilité de pouvoir les informer et de leur donner évidemment rendez-vous de manière à ce qu'ils puissent s'impliquer sur ce projet. Et ce cabanon a marqué les esprits. Donc on ne peut pas dire que le projet a été sans discontinuer. Il y a eu 3 années qui se sont écoulées après la remise du plan guide, pour que la ville de Dax parvienne à monter et trouver des financements pour passer à la phase opérationnelle. Et en 2017, on répond à nouveau à cet appel à projet de la ville de Dax pour passer à la phase opérationnelle. On est retenu avec le même groupement, mais on s'est doté complété par un bureau d'études IMS. Et la stratégie qu'on a eue, c'était que toute la phase premier chantier, la phase de gros œuvres, travaux structurants du projet était remis et géré par nos collègues, tandis que nous, on proposait des deuxièmes chantiers où on avait identifié des zones dans l'espace public, des zones blanches, qu'on allait pouvoir concerter avec les habitants et sur lesquelles les réflexions se sont posées avec eux pour les doter d'équipements, d'aménagements que l'on a imaginé avec eux et que l'on a produit avec eux. Donc il y a eu des alternances entre des ateliers d'urbanisme et des chantiers participatifs qui sont venus traiter les bas d'immeubles progressivement, les bas d'immeubles, le parvis de l'école et le cœur du quartier. Donc vous pouvez voir un peu ce que l'on a produit comme espace public, et tout ça en concomitance aux phases et aux avancées des premiers chantiers. Et la qualité de ce travail, enfin en tout cas ça s'est vérifié, c'est qu'on a pu réagir en temps réel sur l'amélioration de ce plan guide initial qui avait 3 années, qui était 3 ans antérieurs, et on s'est aperçu quand même que les habitudes des habitants et des besoins avaient évolué. Donc on a pu modifier ce plan guide et l'adapter aux besoins du jour. Donc parmi, enfin moi je voudrais aussi parler
comment dirais-je, non pas des écueils, mais des difficultés que l'on a pu rencontrer. Enfin, nous, on n'est pas des magiciens, bien sûr, on travaille sur la participation citoyenne. Et notre intérêt, c'est qu'il y ait du monde qui vienne participer et s'impliquer. Mais il y a toujours une phase comment dirais-je, il faut une mise en confiance des habitants. Et ça se fait pas de manière instantanée. Il est vrai que le cabanon avait marqué les mémoires. On avait eu un très bon accueil à ce moment-là. Et puis ces trois années qui se sont écoulées entre les deux moments n'ont pas facilité les choses pour réenclencher quelque chose de construit. Et il s'est avéré qu'il a fallu attendre le premier chantier pour que les gens se rendent compte que les choses étaient en train réellement de bouger et que leur quartier était en mutation réelle et que les espaces publics étaient en train d'être améliorés et que leurs paroles trouvaient la place de manière tangible sur les productions architecturales que l'on était en train de faire ensemble. Et l'adhésion, nous on cherche pas à avoir une adhésion totale de ces 1000 habitants, mais en tout cas qu'il y ait déjà ils viennent de manière volontaire, et c'est par cet aspect volontaire que on y trouve le plus d'engagement et de ferveur quand on arrive à ce que les gens s'intéressent et s'impliquent dans les projets. Et à l'issue quand même de notre travail, on peut quand même s'apercevoir, et c'est ce qui donne la véracité et la qualité de ces implications, c'est que les espaces sont utilisés au quotidien, ils sont respectés parce que les gens ont participé à leur construction, à leur création, et il y a des apaisements dans le quartier et une vraie vie qui se manifeste. Et je voulais signaler aussi que pour avoir travaillé dans différentes échelles de villes, il est vrai que, alors c'est pas pour passer de la pommade sur la ville de Dax, mais en tout cas c'est réel. Il faut savoir que il y a une volonté de Madame le maire de croire dans des dispositifs tels que nous mettons en œuvre sur des projets, un service de l'urbanisme aussi convaincu par la valeur d'impliquer les habitants à la transformation de leur cadre de vie. Et ce qui était important aussi et qu'il faut souligner, c'est que ils ont, dès le début du projet, chaque service de la ville prenait part au projet et avait la connaissance progressive de l'avancée de ces projets. Donc il s'agit du service technique, des espaces verts, de la culture, du service éducatif. Et ça, c'est très très important parce que sur la faisabilité, sur la mise en œuvre des projets, pour nous, en tout cas, au quotidien, c'est très facilitateur de mettre en œuvre les choses et de les rendre plus simples à réaliser. Et je terminerai par... alors là, c'est une intervention dans un quartier d'habitat social. Souvent, ce sont des quartiers dont les habitants sont désavoués, pas toujours consultés, malmenés, mal aimés, par eux-mêmes aussi, mais malgré tout, en tout cas, ils se sentent laissés pour compte. Et ce type de projet, le fait de voir que les choses bougent et qu'elles bougent avec eux, et aussi grâce à eux, ça les revalorise dans leur quotidien et dans leur implication citoyenne. Bien, merci. Vous voulez... Oui, si vous voulez. Juste pour compléter, c'est vrai que que le projet a gagné, c'est la fierté des habitants. Je pense qu'on peut rentrer après dans les détails, on peut répondre à toutes vos questions. Le quartier Cuillet, c'était le quartier, dans la demande de logement social, c'était le dernier quartier demandé. Souvent, les gens refusaient le logement qui leur a été proposé parce que le quartier était mal vu.
Aujourd'hui, c'est les habitants des autres quartiers qui nous disent on voudrait avoir la même chose que ce que vous avez fait, la même méthode que vous avez appliquée sur QS. Donc, il y a une grande fierté des habitants qui habitent ce quartier, qui ont traversé cette démarche, qui ont participé pour certains, pour d'autres, ils étaient plutôt observateurs. Et la confiance aussi que le projet et la méthode un peu novatrice qu'on a pu travailler avec Bruit du Frigo, la confiance que les habitants ont pu avoir dans les différentes phases d'aménagement. Donc effectivement, on travaille sur leur cadre de vie, ils voulaient participer, ils voulaient être entendus, et la démarche a permis qu'ils deviennent partie prenante, qu'ils puissent agir sur une partie de projet, qu'ils puissent créer une partie de projet. Et il fallait que nous aussi, maîtres d'ouvrage, on laisse une partie à la décision, à l'ajustement et à la décision des habitants. Juste ça, c'est la dernière étape qui nous paraît la plus sensible, c'est ce qu'on appelait la barre commerciale, donc cette barre qui est au milieu de quartier, qui est quand même le cœur symbolique qui abrite les locaux de centre social, donc les interventions de tous les acteurs publics dans le quartier. De commerce et des locaux associatifs. Donc, c'était la dernière étape et aujourd'hui, on est en phase de programmation et donc de projet pour décomposer cette architecture qui aujourd'hui pose problème et recomposer quelque chose qui paraît concerté avec les habitants. Et ce qui nous faisait le plus peur, c'est que c'était un peu le cœur symbolique du quartier. Et le toucher, c'était aussi un peu compliqué. Et finalement, une fois que toute la démarche s'est installée de co-construction avec les habitants, finalement, ça vient tout à fait normalement dans le processus avec une concertation tout à fait apaisée. Et donc, c'est juste la dernière pierre, tout simplement. Et dernière diapo, un peu de chiffres. Donc, le montant de projet, pratiquement 4 000 € au final. Grâce à l'État, quand même, avec une subvention assez importante de plus d'1 million d'euros dans le cadre de fonds de soutien à l'investissement public local. Et puis, on a mobilisé tous les autres partenaires, vous voyez, avec des sommes moins importantes, mais toutes les participations sont bienvenues. Et un projet difficile à porter pour une ville moyenne s'il n'avait pas la participation forte de l'État. Je m'arrête là. Non, mais l'aventure, elle est absolument passionnante. En plus, vous montrez bien qu'elle donne envie aux autres de déménager. C'est comme déjà la preuve d'une réussite absolue. Ce qui est intéressant dans le discours qu'on entend, c'est précisément vous parlez de plan guide. Généralement, plan guide, on pense à Alexandre Chemetov sur l'île de Nantes, on pense au plan pilote de Brasilia, on pense à des trucs comme ça. Et là, on est sur une sorte de requalification de l'espace public délaissé. En fait, c'est ça. Et ça qui est intéressant, c'est que on se souvient à Nancy, le Haut du Lièvre, sur cette grande barre, le travail déjà par Alain Sarfati et d'autres, qui avaient réfléchi à comment travailler les rez-de-chaussée, qui a été un des thèmes qu'on a travaillé dans le Forum des solutions. Donc là, je trouve que votre espace multifonction, il est particulièrement intéressant et il sera à suivre sur qu'est-ce que vous allez vraiment faire. Alors, est-ce que vous avez déjà des idées à donner ici sur qu'est-ce qu'il y a en partage, qu'est-ce que disent les Daxois, les Dacois, excusez-moi. Déjà, c'est un lieu de curiosité parce qu'avant, c'était un quartier qui était le quartier des gens qui habitaient à QS. Donc, les gens n'y allaient pas trop dans ce quartier-là. Les équipements qu'on a implantés, les habitants ont beaucoup voulu travailler sur la dimension du sport. Donc, effectivement, avec Bruit de Frigo, on a travaillé sur des jeux, donc des modules ludiques, l'installation d'un city stade, la requalification d'un stade. Et aujourd'hui, c'est des lieux qui sont fréquentés par des gens qui ne venaient pas. Donc les gens aujourd'hui disent on va aller sur l'aire de jeu de QS, on va aller amener les enfants au cœur de ce quartier-là. Donc ça aussi, ça permet de créer une porosité dans les usages, d'amener d'autres personnes, de sortir ce quartier qui, même s'il est central, il vivait quand même dans un enclavement d'usage, d'isolement en quelque sorte. Et aujourd'hui aussi, ça, en termes d'image, ça valorise les habitants, ça valorise les lieux et ça donne une autre compréhension de ce morceau de ville. Alors, quand vous inventez parce que je peux pas, j'ai chantier, c'est quand même assez drôle. On connaît l'histoire de je peux pas, j'ai piscine, mais qui est déjà beaucoup plus ludique. Mais là, amener les gens à travailler, c'est pas mal. Je trouve que c'est une valeur assez extraordinaire, une valeur partagée. Comment, au début, quand vous lancez ça, comment ça prend dans le public? Comment ça prend Finalement, la dimension constructive, il y a toujours, nous, dans nos méthodes, on y met beaucoup de ludique justement dans notre travail et c'est toujours très attractif
pour à la fois des enfants, des pères de famille qui ont un savoir-faire et qui ont du temps de venir nous filer la main, pour des enfants de tenir une visseuse et de venir peindre. Enfin, en tout cas, l'aspect constructif, c'est pas le plus compliqué. Les chantiers participatifs, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Mais par contre, tout le travail en amont de réflexion, de prise de parole, de décision, de s'exprimer, c'est ça le plus difficile. Alors on utilise des moyens très simples. Déjà, on se pose dans l'espace public, on circule, on est visible. On va Vous avez créé beaucoup d'événements festifs. On a créé beaucoup d'événements festifs qui sont des moyens de détournement pour faire venir les gens, mais nous, dans notre esprit, les conversations, elles sont toujours orientées sur comment on pourra améliorer telle ou telle chose. Donc, on a toujours les oreilles, c'est des pavillons, donc on est à l'écoute, et tout ça, ça nourrit nos cahiers des charges. Et ensuite, on passe à la phase esquisse, donc l'on soumet aux habitants qui sont impliqués à nos côtés, et ces esquisses sont validées et réajustées s'il le faut. Et après, on vient construire. Et puis après, les temps de chantier, c'est aussi des temps de partage, parce que on est pendant 3 semaines visible dans l'espace public. On a une base vie qui se déploie, on mange sur place. Il y a des goûters qui s'organisent, des fêtes ou des rendez-vous culturels que l'on programme pas que nous, hein, c'est-à-dire qu'on implique aussi les structures qui travaillent au quotidien dans le quartier. Donc là, en l'occurrence, il y avait un centre social, il y avait une association d'habitants, et eux aussi font partie du projet. Ils sont partie prenante dans le projet, et il est construit avec eux. Donc on le fait pas ex nihilo, on est toujours on fait justement très attention à ce que la réciprocité elle se fasse sur l'avancée et sur la mise en œuvre du projet. Et chemin faisant, vous arrivez à associer le public, les habitants, à l'architecture, à l'urbanisme. Est-ce que ces notions-là passent, ou bien on est dans quelque chose qui est beaucoup plus sur l'usage pur, ou est-ce que vous arrivez à faire les deux? Alors, bon, je ne sais pas si sur DAC je peux le signaler, mais en tout cas, par exemple, les notions d'espace, la lecture d'un plan, c'est très très compliqué. La lecture d'un plan, on se rend compte de ça, et donc on va faire une maquette. Et le fait que la maquette puisse être manipulée, que les gens puissent bouger les choses, les construire comme une sorte de jeu de Kapla. Eh bien, ça va leur permettre de mieux comprendre et de mieux, pour eux, leur faciliter de transmettre ce qu'ils souhaitent, de pouvoir l'exprimer. Donc ça, je pense qu'on y parvient. Mais préfiguration et la préfiguration, évidemment, quand on crée des événements, ils sont toujours imprégnés des usages que l'on a entendus et qui vont être mis en œuvre sur les aménagements. Et donc là aussi, on arrive à voir comment les habitants se saisissent de ces préfigurations. Est-ce qu'ils sont partie prenante, est-ce qu'ils les utilisent sur le moment, et en règle générale ça se vérifie, mais on a ce temps tampon justement où on peut réajuster les choses en temps réel. Alors il est vrai que, juste pour la petite histoire, Bruit du Frigo, quand on a commencé notre activité il y a quelques années, on a commencé à travailler avec les enfants, souvent des primo-arrivants, avec lesquels on travaillait la question de l'urbanisme, de la ville, comment elle se vit, comment on circule dedans, comment elle se transforme, et on leur donnait des outils de lecture et de compréhension par l'intermédiaire de randonnées, de circulation dans la ville, et ça, le fait de l'arpenter
leur donner des outils de lecture de la ville. Et ça, c'était très intéressant de voir déjà ce qu'ils en comprenaient. Et c'était une lecture très fine qu'ils en avaient. Et je me dis que l'introduction de ces une pédagogie et une vulgarisation, c'est peut-être pas vraiment le terme, mais en tout cas de se mettre à l'échelle d'enfants ou de même pas d'enfants, d'habitants qui n'ont pas de notion d'urbanisme. Ils ont des savoirs d'usage qui aussi sont essentiels dans nos projets, puisque c'est eux à qui s'adressent les espaces publics que l'on imagine et que l'on construit avec eux. Merci. Alors moi j'ai une question plutôt dirigée vers la ville. On comprend que la maire était très motivée par cette concertation et cette participation active des habitants, et c'est déjà une chose énorme. Je pense que les élus sont impliqués dans la démonstration que ça peut faire réussir un projet. Ma question elle porte plutôt sur la relation avec les services techniques de la ville, notamment ceux en charge des espaces verts ou de l'aménagement urbain, voire même les écoles. Comment est-ce que c'est noué finalement cette relation entre un milieu d'habitants animé par le dispositif de concertation et puis un milieu plus technique, avec une légitimité aussi de travaux, d'occupation, de mise en place de chantiers plus traditionnels. Est-ce que vous avez réussi à maintenir aussi ce lien-là? Et comment, question un peu corollaire, mais comment ça vous restituez finalement à des services de la ville une fois que vous partez? Vous allez, j'imagine, pas malheureusement rester toujours. Cette espèce d'aventure, en tout cas, est-ce qu'il en reste quelque chose après votre départ, et comment elle est récupérée finalement par les services traditionnels? Alors déjà sur le plan technique, c'était quelque chose de très innovant. Donc ce que je n'ai pas précisé, ce qui peut être intéressant pour vous qui êtes sur des projets, le montage, on a imaginé quelque chose d'innovant. Donc sur la partie, on va dire, gros aménagements, on était sur des marchés maîtrise d'œuvres classiques, avec consultation, marché de travaux par la suite. Et sur la création, sur cette forme de concertation et de création de mobilier que vous voyez là dans l'espace public, qui a été fait spécifiquement pour cet endroit et avec la concertation des habitants, on était sur des créations artistiques. Donc on est sur une commande artistique. Mais les services techniques, on a dû les impliquer dès le début. Ça a été tout de suite gagné, mais ils ont vu qu'en fait c'était une forme de jeu. Ils n'ont pas compris d'ailleurs tout de suite, parce qu'il avait une histoire. Ils n'ont pas compris tout de suite que l'aménagement de ces espaces, la réflexion avait aussi une part sensible. Il avait une part d'attachement des habitants, il avait aussi une part d'usage. D'ailleurs, il avait l'anecdote du bain Robert. Il avait un bain qui était utilisé par les habitants. Et après le plan guide, effectivement, dans la phase où on a recherché des financements, le bureau de frigo n'était pas vraiment avec nous, mais les services techniques ont fait quelques ajustements. Et donc, il fallait qu'il aille reposer le banc Robert, mais ils l'ont posé selon le plan tel qu'eux l'ont lu. Donc là aussi, la lecture de plan. Ils ont posé le banc dans un sens qui n'était pas celui souhaité par les habitants. Donc les habitants, ils ont dit, mais nous, c'est pas dans ce sens-là, on voudrait que quand on est assis, qu'on regarde vers là. Les services techniques qui ont une manière un peu dure disent nous on voit le plan, on nous a dit qu'il faut que ça soit là. Donc ils ont vissé le banc, et le soir même les habitants l'ont démonté, l'ont mis dans l'autre sens. Donc à ce moment, les services techniques ont compris que non, là effectivement il faut prendre en compte la parole des habitants. Et ça a été un peu le déclic pour la suite, mais ils ont participé, je pense, avec beaucoup de plaisir à la suite, parce qu'ils ont vu qu'effectivement cette méthode de cofabrication était intéressante, elle était un peu innovante. C'est pareil aussi pour les services espaces verts parce que aussi dans les micro-salons, il y a des espaces qui sont des espaces jardiniers, des jardinières. Là, c'est pareil, c'est une pratique qui existait spontanément dans le quartier, que Bruit de Frigo a relevé en quelque sorte, à valoriser. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se poursuit. L'impulsion que Bruit de Frigo a donnée, effectivement, ça a mis un peu de temps à rentrer dans nos services, dans nos pratiques un peu formatées. Aujourd'hui, c'est le centre social qui poursuit et qui s'est vraiment emparé de la méthode, d'aller beaucoup vers les habitants, de co-construire des projets avec eux. Et je pense que c'est ça qui donne une continuité. Après, c'est le centre social qui
qui appelle, on va dire, la participation des autres services, mais il a un relais, il a des agents qui sont sur le quartier, et vu qu'on est dans un quartier politique de la ville, on a des médiateurs qui sont encore avec une présence encore plus forte, et donc c'est eux qui poursuivent en fait l'activité, l'activation de la continuité de ces espaces, et qui finalement sont aimés, respectés par les habitants, et c'est ça aussi qui donne une continuité dans le projet. Bravo. Bravo. On va prendre quelques questions, je dirais 3 questions pour pas trop déborder sur l'horaire. 3, 4 questions, je vous en prie. Je ne sais pas qui va distribuer le micro, moi j'y vais. Vous présentez, on va faire directement toutes les questions. Bonjour, Pascal Madry, l'Institut pour la ville et le commerce. Merci de cette présentation. Juste la question de la transposition de cette expérience dans un autre contexte. Ici, on est en QPV, en quartier de la politique de la ville. S'il fallait transposer cette méthode de travail à d'autres sites de la ville, et je pense en particulier au centre-ville, bien sûr, quels seraient les éléments facilement reproductibles et puis peut-être les contraintes nouvelles qui se poseraient à vous, voilà, s'il fallait travailler sur la rue principale de Dax, au réaménagement de ces espaces publics. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. Ma question, c'était de savoir si vous prenez en compte les documents d'urbanisme et les exigences de la ville en matière d'écologie, par exemple, sur tout ce qui est espace vert, matériaux utilisés, la mobilité douce, etc. Bonjour, merci. Sarah de l'association ici. J'aurais une petite question concernant tout ce qui concerne la normalité des constructions. Est-ce que le fait que ce soit des créations artistiques, ça permet de passer outre certaines questions normatives, ou est-ce qu'il y a des bureaux de contrôle, des bureaux de structure qui sont intervenus? Enfin, la question classique qu'on se pose tous, j'imagine, mais qui n'est toujours pas résolue en tout cas. Bonjour, Anne Vial du CEREMA. J'avais une petite question par rapport à ce que vous avez un peu expliqué sur le fait de passer à ces expérimentations au projet définitif. Savoir justement comment c'est amélioré ou pas le projet, qu'est-ce qui a duré dans le temps, qu'est-ce qui fait que voilà on transforme les choses et on va vers du définitif entre ce passage-là. Merci. Alors, première question sur le modèle, est-il exportable, en fait, si je résume? Le modèle, non. La méthode, oui. Alors, oui. Le modèle, non. Je pense qu'il a été créé vraiment pour ce quartier-là. C'est original, spécifiquement. Par contre, oui, la méthode, oui. Justement, là, aujourd'hui, on travaille sur le cœur de ville. On est en pleine réflexion cœur de ville. Ça peut permettre d'activer des espaces publics, des circuits. On réfléchissait justement à une question d'appréhender le patrimoine et les traces historiques dans la ville différemment par une activation artistique et pareil, par des actions éphémères et d'autres qui peuvent durer dans le temps. Donc par l'éphémère, retrouver un peu de poésie en ville, c'est pareil. La ville, les villes-centres actuellement, ils ont un peu du mal. Et revenir sur ce qui est le sens de la ville, la création, le patrimoine, l'histoire. Je pense que ça, c'est des sujets sur lesquels on pense travailler selon la même méthode, mais certainement avec des expressions différentes. Mais pareil, préfigurer peut-être des sujets et après peut-être des réalisations artistiques qui peuvent être éphémères à un moment donné pour activer et ensuite d'autres qui peuvent rester dans le temps. Alors ensuite, la prise en compte des impératifs écologiques. Oui, mais là, elle n'a pas de choix, oui. Les impératifs écologiques, déjà, je salue Bruit de Frigo parce que le premier cabanon a été recyclé en mobilier pour les deuxièmes chantiers. C'est-à-dire, le premier cabanon, c'était une architecture éphémère qui était construite pour durer 1 semaine. Et on a conservé toutes les pièces parce que les habitants rêvaient secrètement qu'on allait remonter le même cabanon, sauf que pour des questions de durabilité, de permis de construire, de normes, on était sur une architecture vraiment provisoire, éphémère. On ne pouvait pas reconstruire le même cabanon. Donc le deuxième cabanon
comment dire, définitif, a été construit selon toutes les règles avec un bureau de contrôle, un bureau d'ingénierie, tout ce qu'il faut. Par contre, tous les matériaux qui ont été stockés ont été réutilisés pour créer du mobilier, pour faire les micro-salons, et donc du coup une économie importante pour les matériaux. Pour tout ce qui concerne les espaces verts, mais on est sur des choses extrêmement sobres, c'est-à-dire pas d'arrosage, la plantation des arbres, c'est des essences locales. L'intégration des modes de déplacement doux, parce que oui, effectivement, c'était un quartier dans lequel il y a toujours la voiture, parce qu'il y a des espaces de stationnement qu'on n'a pas voulu supprimer. Mais pour autant, en fait, le plan guide a recréé des connexions de manière à donner encore une fois du plaisir à déambuler dans le quartier. Pas juste passer, mais déambuler de manière agréable. Voilà, ça c'est pour tout ce qui concerne les espaces publics, vraiment, quelque chose de vraiment, tout est très, très simple et très sobre. Donc. Il y avait une autre question sur le statut artistique, entre guillemets, ou tout au moins oui, leur... tout à fait. Alors ça, c'est un sujet. Alors on est soumis au bureau de contrôle et au bureau d'études, comme n'importe quel aménagement dans l'espace public. Mais c'est vrai que le statut d'œuvre nous permet de contourner certaines ou de les adapter, et notamment sur les questions du jeu. Donc nous, on ne parle pas d'aménagement de jeu, on ne fait pas du jeu, c'est pas possible, on n'est pas qualifié pour, parce que c'est trop contraignant. Mais le fait de le passer sous ce statut-là nous permet d'aller quand même dans des formes ludiques que l'on propose. Et donc ça a au moins cette qualité. Et après, sur la dimension définitive de ce projet, alors je n'ai pas dû bien l'expliquer, mais effectivement, le cabanon QIS, la première phase, c'était un outil, un élément temporaire qui a eu cette vertu de pouvoir rencontrer les habitants et de les impliquer. Mais après, tous les autres aménagements, ils sont pérennes sur la deuxième phase, au même titre que les premiers chantiers. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention.